Alors dans cette deuxième vidéo, nous allons aborder maintenant la partie concernant l'étude de l'optique géométrique des systèmes centrés et avec une finalité qui aura lieu dans les vidéos suivantes. Ce sera l'utilisation de tout ce que l'on va voir là ici sur les lentilles minces, les associations de lentilles à travers un certain nombre d'exemples que l'on verra donc un petit peu plus tard. Donc définition et généralité, on va tout d'abord ici définir ce qu'est un système optique. Alors vous allez voir que tout ce qui apparaît là ici, bon effectivement je l'ai mis en rouge parce que ce sont des choses qu'il faut connaître, hein, un certain nombre de définitions, de vocabulaire, hein, ici, voilà, qu'il faut connaître, il faut savoir, on a déjà commencé, vous voyez, un dioptre par exemple, voilà, on avait parlé dans les vidéos précédentes, il faut savoir ce que c'est, il y a une normale, etc. Donc il y a du vocabulaire à introduire et qu'il faut connaître. Alors un système optique est formé par une succession de milieux, hein, donc MHTI, séparés par des dioptres et ou des miroirs. Donc on peut très bien avoir par exemple un dioptre plan, suivi ensuite d'un dioptre courbe, par exemple sphérique, puis à nouveau un dioptre plan, et puis un miroir. Voilà, par exemple. Bon. Eh bien, ce serait donc un système optique. Donc, autrement dit, vous avez donc ici une succession de dioptres. Alors, dans le cas des miroirs, c'est un petit peu particulier, mais en fait, les lois de l'optique peuvent être étendues dans le cas, si vous voulez, des miroirs, en considérant que ce serait le miroir une sorte de milieu d'indice moins 1. Ça paraît un petit peu bizarre, mais voilà, si on considère ça, si vous voulez, on peut étendre un petit peu toutes les lois d'optique au cas du miroir. Alors maintenant, on dit qu'un système optique est dit centré s'il possède un axe de symétrie, qu'on appelle l'axe optique delta. Alors nous, bien évidemment, ce sont les systèmes centrés sur lesquels, les systèmes optiques centrés sur lesquels donc on va travailler. Et les lentilles, par exemple, en est une parfaite illustration. Alors, un système optique, par exemple, qui ne serait pas centré, ce serait un prisme, par exemple. Un prisme, ce n'est pas un système optique centré. Mais une lentille, c'est un système optique centré. Alors, un objet lumineux. Un objet lumineux émet, donc c'est une source primaire ou une source secondaire de lumière, des rayons lumineux qui entrent dans un système optique. Donc voilà, ce qu'on appelle l'objet lumineux, c'est la source des rayons lumineux. Alors, source primaire, si elle produit elle-même la lumière, donc par exemple une lampe, par exemple une étoile, ça prendrait beaucoup de place une étoile, hein. Enfin bon, c'est une source primaire de lumière, je sais pas moi, une flamme, le plus souvent, hein, bien évidemment pour nous, ce sont des lampes, si vous voulez, des ampoules, hein. Pour nous, c'est ça les sources primaires. Ou alors les sources secondaires. Alors les sources secondaires, finalement, c'est tous les objets qui renvoient de la lumière. Donc finalement, tous les objets que l'on voit autour de nous, y compris nous-mêmes, quand on est éclairé par de la lumière extérieure, donc bien évidemment, il faut qu'il y ait en amont une source primaire, et bien à ce moment-là, tous ces objets éclairés renvoient de la lumière et se comportent comme une source secondaire. Donc une source secondaire renvoie la lumière d'une source primaire. On dit qu'elle diffuse la lumière d'une source primaire. Voilà. Alors si les dimensions donc, de cet objet sont très petites devant les distances d'observation, eh bien l'objet est dit ponctuel. Donc on l'appelle généralement A. Sinon, c'est un objet qui est étendu. Si maintenant l'objet ponctuel est à l'infini, d'accord, eh bien on peut considérer, c'est ce qui est dit là ici, que les rayons qu'il envoie sur le système optique, que le système soit centré ou pas d'ailleurs, hein, peu importe ici, mais un objet situé à l'infini envoie des rayons sur le système optique qui arrivent tous parallèles entre eux. C'est-à-dire que un objet ponctuel, ou non d'ailleurs, ça pourrait être un objet non ponctuel. Tous les points qui constituent l'objet envoient un faisceau de lumière parallèle. Alors très concrètement, ça veut dire, voilà, vous voyez là ici j'ai pris un petit axe optique, ici, et j'imagine que j'ai donc un point qui est à l'infini. Vous voyez, je l'appelle A ici à l'infini. Donc vous voyez, j'ai mis ici symboliquement une petite flèche en pointillé pour dire qu'il est rejeté à l'infini. Et bien ce point envoie ici
sur un système, alors on imagine qu'il y aurait un système là derrière, hein, je ne l'ai pas dessiné ici, qui serait donc ici un ensemble de rayons parallèles, un faisceau parallèle. Alors, ça peut être un faisceau parallèle et en plus parallèle à l'axe optique, auquel cas on aurait tous les rayons comme ça, si vous voulez, hein, puis évidemment en dessous. Donc là on aura un faisceau parallèle et parallèle à l'axe optique, ou alors, c'est le cas là ici, un faisceau parallèle. Donc un faisceau parallèle, ça veut dire que tous les rayons sont parallèles entre eux, mais qui n'est pas parallèle à l'axe optique. Ici on voit qu'il est oblique, hein, il est incliné par rapport à l'axe optique. Alors vous voyez, ces nuances de langage, hein, il va falloir se les approprier un petit peu à la fois. Relation de conjugaison, image et stigmatisme. Alors, parce que là on a parlé d'objets, donc là maintenant on va commencer à parler notamment des images, de la relation de conjugaison et d'une notion importante, le stigmatisme. On vous dit si tout rayon lumineux issu d'un point objet A émerge d'un système optique en passant ou en semblant provenir d'un point A', donc ça c'est important, hein, en passant ou en semblant provenir d'un point A'. Et bien dans ce cas, les points A et A' sont dits conjugués. Ça veut dire qu'ils sont objets et images l'un de l'autre. Alors ça, bien évidemment, quand on va travailler sur les exemples très concrets, on va s'approprier ces notions, si vous voulez, de en passant ou en semblant provenir. Hein. Vous voyez, ça c'est du vocabulaire qu'il va falloir s'approprier un petit peu à la fois sur des exemples plus concrets que l'on verra après. Maintenant, on vous dit, si A' est l'image conjuguée de A par le système optique, alors il existe une relation mathématique appelée relation de conjugaison entre la position de A et celle de A'. Et nous, la formule de conjugaison ou relation de conjugaison qu'on étudiera et qu'il vous faudra connaître, c'est celle des lentilles minces. Et encore, il y en a deux expressions possibles de la relation de conjugaison. Nous, c'est une des deux qui sera à connaître, en fait. Hein. Mais ça, on verra plus tard dans les vidéos futures. Un système optique est rigoureusement stigmatique, hein, puisqu'on parle ici de stigmatisme. Un système optique est rigoureusement stigmatique pour le couple A', si l'image A' d'un point objet A est rigoureusement ponctuelle elle aussi. Donc souvent on dit qu'un système est stigmatique, si vous voulez, si l'image d'un point est un point. Donc si on a un point objet, on obtient un point image. Et si on n'a pas ça, donc dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'image A' de A n'est plus un point mais une tache légèrement donc étendue, eh bien on parle de stigmatisme approché. Et on verra que pour certains systèmes comme le miroir plan, par exemple, que vous connaissez bien, le miroir plan c'est la glace qui est dans votre salle de bain. Bon ben là vous avez un système qui est rigoureusement stigmatique. Très bien. Mais si vous prenez les lentilles minces que tout le monde connaît, dans les paires de lunettes, dans tous les instruments d'optique, les téléphones, les smartphones, hein, et les petits objectifs d'appareils photo qui sont intégrés, etc., eh bien, toutes ces lentilles, en toute rigueur, une lentille, si vous voulez, n'est pas rigoureusement stigmatique. Mais dans certains cas, on verra bien évidemment les conditions, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle un stigmatisme approché, et à ce moment-là, être capable, bien sûr, d'utiliser les lentilles pour fabriquer des images, des choses comme ça, on verra après. Alors, une autre notion qui est importante, en plus du stigmatisme, c'est l'aplanétisme. Alors généralement, aplanétisme et stigmatisme sont deux propriétés qui sont liées. C'est-à-dire que généralement, si on a le stigmatisme, on a aussi l'aplanétisme, et si on n'a pas le stigmatisme, on n'a pas non plus l'aplanétisme. C'est vraiment deux notions qui sont très liées. On vous dit ici donc un système optique centré, donc qui possède un axe de symétrie delta, le fameux axe optique, présente un aplanétisme rigoureux si, pour tout objet AB, plan et perpendiculaire à delta, eh bien l'image A'B' est plane et perpendiculaire à delta elle aussi. Alors c'est le cas du miroir plan, et si on n'a pas donc cette propriété d'aplanétisme rigoureux, si vous voulez, eh bien on va parler d'aplanétisme approché. Par exemple, la lentille, alors le miroir est rigoureusement stigmatique, on peut montrer qu'il est rigoureusement aplanétique également. Tout à l'heure, je disais que la lentille, elle n'est pas rigoureusement stigmatique, elle est stigmatique approchée. On peut montrer qu'elle est aussi aplanétique approchée. Bon. Alors ça, on va l'illustrer par un petit schéma là ici. Je vais supposer un système optique centré. Donc, je dessine ici l'axe optique, bien évidemment, qui est l'axe de symétrie. Traditionnellement, on l'appelle delta.
Bon, on met une flèche ici parce qu'on verra notamment plus tard que pour avoir des formules de conjugaison, on va dire les plus complètes possibles et les plus rigoureuses possibles, on est obligé d'algébriser. Donc à partir du moment où on algébrise, bah, il faut automatiquement orienter ici les schémas, donc les axes. Donc ici, c'est voilà, mon axe de symétrie. Donc le système optique, vous voyez, je l'ai représenté comme ça. Alors bien évidemment, présenté comme ça pourrait faire penser à une lentille. Mais c'est pas obligé. Puis là, ce serait une lentille en plus épaisse. Ce serait pas vraiment une lentille comme on aura l'habitude de travailler après. Mais voilà. Alors bien évidemment, souvent, on prend ce type de forme là ici pour que ce soit plus parlant au niveau des étudiants. Mais a priori, les formes là ici pourraient être absolument quelconques a priori, tant que c'est centré. C'est-à-dire tant qu'il y a ici donc cet axe delta qui représente un axe de symétrie. Symétrie verticale. En fait, c'est même mieux que ça, c'est un axe en fait, de rotation dans l'espace. C'est-à-dire que, en fait, si on mettait en rotation le système ici, il serait invariant autour de l'axe. Bon, bref. Alors, maintenant, je vais envisager, vous voyez ici, ce petit objet. Alors, c'est un objet qui est étendu là, ici, mais qui possède deux points, donc objet A et B, là, ici. Et donc, ça, c'est un objet lumineux que j'appelle ici l'objet AB. Et j'imagine qu'à partir du point B, eh bien, il y a un premier rayon lumineux qui arrive sur le système centré. Donc, soit il est émis par B, soit éventuellement il provient d'une autre source avant et il passe par B ici. Et bref, il continue sur le système centré, par exemple la lentille, et il arrive, vous voyez, quelque part par là. J'envisage par exemple un deuxième rayon comme ceci, donc qui arrive là, et un troisième rayon qui arrive là ici. Alors après, bien évidemment, il se passe des choses, on imagine, hein, pour ces trois rayons là ici, à l'intérieur de la lentille. Je ne vais pas détailler ce qui se passe là ici, c'est pas le but, mais on se doute bien qu'il y aura des réfractions, des choses comme ça ici, puis à nouveau des réfractions là, etc. Parce que finalement, les deux surfaces, vous voyez, qui sont là, c'est deux dioptres, hein, comme on a défini avant. Bon. Mais quoi qu'il en soit, les rayons vont ressortir. Alors supposons par exemple que le rayon qui est en bleu, là ici, ressorte là, que le rayon qui est en rouge ici ressorte par exemple là ici. Alors on voit bien que les deux ici vont se croiser à cet endroit-là. Et si, vous voyez, le troisième rayon se croise rigoureusement au même point, eh bien, je peux dire que le point B, donc qui était là, eh bien, aura comme image le point B' qui est ici. D'accord ? Bon. On est bien d'accord que là, ici, ce que l'on vient de tracer comme marche de ces rayons est tout à fait bidon. C'est quelque chose qui est fait au hasard. On verra que quand on appliquera ça sur les propriétés concrètes des lentilles minces, on ne fera pas de tracé au hasard, bien évidemment. Ça obéira à des règles bien précises. Mais là, ici, en fait, je suis dans un cas général. Donc il y a un système, la lumière arrive comme ça, selon ces trois rayons, et ressort comme ça. Je suis en train de dire que si les trois se coupent exactement au même point ici, on a le stigmatisme, ce que l'on a parlé avant. Si les trois ne s'étaient pas coupés exactement au même endroit, on n'aurait pas eu rigoureusement l'image d'un point qui donne un point, mais l'image d'un point qui donne une petite tache. Stigmatisme approché. Bon, eh bien, revenons maintenant à l'aplanétisme. L'aplanétisme dit que, en fait, pour maintenant rechercher l'image de A, ben, je n'ai pas besoin de refaire des rayons, etc. un peu partout. Il suffit simplement, si le système est rigoureusement aplanétique, eh bien, d'abaisser la perpendiculaire AB' là ici, donc ça va donner un point quelque part par là. Et à ce moment-là, cette propriété d'aplanétisme me dit que forcément le point qui est là, eh bien, c'est A', l'image de A. Donc, je peux dessiner ici, d'accord, eh bien, A', d'accord, comme étant l'image du point A, ici, tout simplement en abaissant la perpendiculaire. Et ça, c'est des choses que vous avez déjà fait, je pense, en optique, quand vous avez travaillé sur les lentilles, peut-être même sans vous poser la question. Hein, les profs vous disaient, voilà, on construit l'image B' de B, etc. Bon, on reverra tout ça plus tard. Puis après, ben, on abaisse la perpendiculaire. Alors, ok, très bien, et puis on a A' sur l'axe optique. Ok, pourquoi on peut faire ça? Ben, parce qu'on a une propriété d'aplanétisme, alors soit rigoureux, soit approché, comme dans le cas des lentilles. Alors le cas du miroir plan est intéressant parce que vous voyez le miroir plan,
eh bien, c'est un système centré. C'est un système centré. Alors, les hachures qui sont ici, c'est simplement pour symboliser le fait que on a une surface réfléchissante. Et ça passe pas au travers, si vous voulez. Donc, voilà, j'ai mon miroir plan qui est là. Très bien. Alors maintenant, je prends, donc, si vous voulez ici, un objet, comme tout à l'heure, AB, et je vais construire, si vous voulez, donc, l'image de cet objet AB à travers, donc, le miroir plan. Donc, je vais commencer par le point B, là, ici. Donc, supposons que j'ai un rayon lumineux, donc, qui arrive, là, ici, sur le miroir. Alors, c'est un rayon qui passerait ici par le point d'intersection, mais ce n'est pas une obligation, hein. Bon, voilà. Eh bien, je vais prendre ici un deuxième rayon. Alors, lui, il arriverait rigoureusement à la perpendiculaire du miroir. Et puis, un troisième rayon qui, lui, on pourrait dire, sera un rayon comme ça, un petit peu oblique, un rayon un petit peu quelconque. La question que je me pose, c'est quel est le devenir de ces rayons, là, ici, une fois qu'ils ont heurté la surface du miroir. Bon, eh bien, la seconde loi de Snell-Descartes me dit que, qu'on a vu dans la vidéo précédente, me dit que les rayons, en fait, vont se réfléchir symétriquement à la normale, c'est-à-dire la droite perpendiculaire au point où ils arrivent. Donc là, par exemple, pour le rayon rouge, la normale, c'est l'axe optique lui-même. Dans le cas ici de B, bon, c'est un cas particulier, on est sous incidence normale, donc c'est confondu avec la normale. Et puis dans le cas ici, donc du rayon vert, ce serait une droite, vous voyez, qui serait quelque part par là, là où je le montre avec le pointeur. Alors cette loi me dit qu'à ce moment-là, le rayon réfléchi donc repart de l'autre côté de la normale symétriquement, selon donc la loi qui est que l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi, en tout cas en valeur absolue. Ce qui veut dire que j'obtiens, si vous voulez, une figure comme ça. Alors, on reprendra un petit peu plus dans le détail cette méthode de construction plus tard. Là, pour l'instant, je vous dis que, voilà, j'applique la loi de la réflexion. Et ce que je vais faire ici, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre maintenant dans le cas du miroir, c'est que je me dis, en fait, ce rayon, je vais le prolonger ici, en pointillé, de l'autre côté du miroir. Alors, bien évidemment, je le mets en pointillé. Pourquoi ? Parce que la lumière ne passe pas à travers le miroir, sinon ce ne serait plus un miroir. Donc, quand on fait des trajets comme ça de rayons, que l'on prolonge comme ça des rayons en pointillé, eh bien, on dit qu'on prolonge des rayons virtuels. D'accord ? C'est-à-dire des rayons qui, en fait, n'existent pas, mais qui vont avoir un intérêt, vous allez comprendre. Donc, si je prends le bleu, là, ici, vous êtes d'accord, le bleu va rebondir, si je puis dire, sur lui-même. Là, ici, pof, ça va faire un aller-retour. Même chose, je prolonge virtuellement derrière. Et vous voyez que les deux rayons prolongés virtuellement ici semblent se croiser quelque part par là. Eh bien, comme le miroir plan est stigmatique, ça veut dire que si maintenant j'applique à nouveau la loi de la réflexion sur le rayon en vert, là, ici, ce qui va me donner quelque chose comme ça. Alors en fait, en toute rigueur, il faudrait tracer à nouveau la normale là ici et appliquer la loi de la réflexion. Donc on le fera plus loin dans les vidéos, mais on peut déjà repérer ça ici. Eh bien on voit que là aussi, je vais prolonger virtuellement ce rayon-là, ce qui va me donner quelque chose comme ça. Et dans le cas du miroir qui est rigoureusement stigmatique, alors là on affirme que les trois ici se coupent. C'est-à-dire qu'on a bien l'image d'un point qui est un point. Donc autrement dit, B', c'est le point qui est là. Et comme en plus, bien évidemment, le miroir est rigoureusement aplanétique, eh bien pour avoir l'image de A', il suffit, là encore, d'abaisser la perpendiculaire. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez là ici? Vous voyez quoi? Eh bien vous voyez que en fait l'image A'B', d'accord, de l'objet AB qui est donné par le miroir, eh bien c'est une image en fait qui est virtuelle. Donc d'ailleurs en toute rigueur j'aurais dû elle-même la mettre en pointillé, là ici la flèche, parce que c'est une image virtuelle. Donc une image virtuelle, c'est une image que je ne peux pas concrétiser, on le dira plus tard, sur un écran. Elle ne correspond pas à un resserrement, à une zone de concentration réelle de la lumière dans l'espace. D'accord? En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est une image que je peux observer, parce que bien évidemment, si je mets mon œil là ici, eh bien j'observe l'image à l'intérieur du miroir.
Et effectivement, quand on se regarde dans une glace, on a l'impression en fait qu'on est derrière la glace, derrière le mur, si vous voulez, où est fixé le miroir. Voilà. Et ça, eh bien, c'est l'exemple ici d'une image donc virtuelle. Alors, c'est ce que l'on va voir donc là maintenant, si vous voulez, de manière un petit peu plus détaillée. C'est le caractère réel ou virtuel des objets et des images. Alors, on vous dit que les objets et les images ponctuelles peuvent être réels ou virtuels selon que les rayons incidents ou émergents se croisent réellement ou non en des points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, si je prends le cas d'un objet réel, on dit qu'un objet ponctuel A est réel si les rayons qui parviennent sur le système optique, c'est-à-dire les rayons incidents, sont issus de A. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends donc ici mon système optique, centré bien sûr, avec son entrée ici et sa sortie. Je considère un point A qui est un objet réel. Eh bien, si issu de A, éventuellement la lumière peut provenir d'ailleurs, mais en tout cas, elle passe, tous les rayons qui sont ici vont passer par A. Donc là, j'ai un premier rayon, là j'en ai un deuxième, et là j'en ai un troisième. Donc si ces trois rayons sont dans cette configuration, c'est-à-dire qu'on voit très bien que ces rayons sont issus de A, et ensuite ils arrivent sur le système optique. Donc si les rayons proviennent de A et arrivent sur le système, c'est-à-dire qu'en gros, à partir de A, j'ai un faisceau divergent, là ici, qui arrive sur le système optique, et bien j'ai ce que l'on appelle donc un, comment dirais-je, un objet donc réel. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est le cas le plus simple, si vous voulez. L'objet réel, c'est un objet qui envoie sur le système optique un faisceau divergent. Donc les rayons proviennent bien de la source notée A, là, ici. Alors après, il se passe quelque chose à l'intérieur du système. Vous voyez qu'ici, je n'ai même pas représenté l'axe optique. D'ailleurs, bon, j'aurais pu le faire, mais bon, je ne l'ai pas fait pour... Et d'ailleurs, vous voyez que A n'est pas nécessairement sur l'axe optique. Là, je prends un point A, a priori, absolument quelconque. Alors après, bon, forcément, il se passe des choses à l'intérieur. Et je suppose qu'à la sortie, les rayons vont faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ils vont se croiser en un point, puisque je suppose ici que j'ai un système qui est soit rigoureusement stigmatique, ou en tout cas stigmatique approché. Donc, stigmatique approché, ça veut dire que ça ne se croise peut-être pas exactement au bon endroit, auquel cas ça me donne une petite tache, mais la tache est suffisamment petite pour que je m'en aperçoive pas, si vous voulez. Et en gros, c'est ça l'astuce qu'on fait avec les lentilles, c'est-à-dire que si la tache elle est suffisamment petite pour que notre œil n'arrive pas vraiment à s'en apercevoir, en fait, tout se passe très bien, et puis tout se passe comme si on était sur du stigmatisme réel. Voilà, c'est ça le stigmatisme approché. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous voyez ici à la sortie, donc j'avais l'objet réel, ici, qui m'envoie un faisceau divergent sur la lentille, puis à la sortie, j'ai le contraire en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai un faisceau ici convergent en un point, justement, qui est bien réel. C'est-à-dire que là, la lumière, elle se comporte bien, elle correspond bien, si vous voulez, à un point de l'espace, une zone de l'espace, où effectivement ça se resserre, là ici, puis après ça se réécarte. Bon, et bien quand j'ai ça, j'ai A', une image réelle. Alors la caractéristique de l'image réelle, c'est que je peux la concrétiser sur un écran. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mets un écran là ici, je verrai sur l'écran l'image A' du point A. Bon, ça c'est la situation la plus classique, c'est la situation bien connue, et la plus simple d'ailleurs, dans le cas des lentilles, la situation par exemple des projecteurs, des appareils photo, des choses comme ça, de l'œil, bon voilà. Donc là on est dans objet réel, image réelle. Alors vous voyez, l'image A' de A à travers le système optique est réelle si les rayons sortant du système optique, c'est-à-dire les rayons émergents, convergent en A. Donc ici, objet réel, en fait, envoie un faisceau divergent. Ce faisceau divergent, si à la sortie il converge en un seul point ici, eh bien A' est réel aussi. Donc là on est dans la situation, comme on dit, objet réel et image réelle.
Et comme je l'ai dit, cette image peut être directement projetée sur un écran, il faudrait bien sûr placer en A' là ici. Alors maintenant, l'image A' de A à travers le système optique peut être virtuelle, bien évidemment, si les rayons sortants, en fait, du système optique, les rayons émergents, semblent provenir d'un point A'. Si le système optique, bien évidemment, n'existait pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je reprends mon schéma. Système optique, entrée-sortie, le point A, et puis je prends donc mes 3 rayons, exactement comme tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas d'entourloupe à ce niveau-là. Bon, alors vous êtes d'accord, tout à l'heure, on a supposé que les rayons qui étaient ici, eh bien finalement, ils convergeaient à la sortie. Et donc on avait un point A' qui était là. Mais rien ne me dit que le système optique ici me fasse forcément quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la marche des rayons ici à l'intérieur pourrait très bien faire qu'à la sortie, eh bien on ait par exemple quelque chose comme ça. C'est-à-dire le rayon bleu qui fasse ça, le rayon rouge qui parte par là, et le rayon vert qui part ici par au-dessus. Autrement dit qu'à la sortie, finalement, on est un faisceau divergent, et peut-être même encore plus divergent que celui que l'on avait à l'entrée. Alors vous êtes d'accord que là, ici, de ce côté-là, là où je montre avec le pointeur en ce moment, ça ne peut pas se couper, bien évidemment. Or, on voit bien que si ça ne peut pas se couper de ce côté-là, peut-être que quelque part par là, ça pourrait se couper. Donc je me dis, voilà, si je prolonge, vous voyez, par des pointillés ici, mes rayons, comme ceci, eh bien peut-être que, effectivement, et c'est le cas là ici, bien sûr, c'est fait pour, les rayons peuvent se couper en un point ici. Mais bien évidemment, c'est un point qui n'existe pas. C'est un point virtuel, c'est pas un point dans la réalité. D'accord? Eh bien, dans ce cas, on parlerait d'image virtuelle. Donc c'est là qu'il faut se dire, qu'il faut bien comprendre, que dans le cas de l'image virtuelle, les rayons émergents, les rayons qui sortent, semblent provenir, d'accord? Ils ne convergent pas en un point, mais ils semblent provenir d'un point, d'accord? A'. À noter ici que A', vous voyez ici, se trouve qu'elle serait, je dis bien qu'elle serait, parce que ce n'est pas quelque chose qui existe dans la réalité, à l'intérieur du système lui-même, mais bien évidemment, A' pourrait être derrière. Je pourrais très bien avoir A' quelque part par là. Ça, ce serait tout à fait possible. Et on verra d'ailleurs des cas comme ça un peu plus tard. Donc là, on est dans la situation objet réel, image virtuelle. Alors là, il y a une situation que probablement vous connaissez aussi, que vous avez vu quand vous étiez au lycée, c'est la situation de la loupe. Donc quand on prend une lentille convergente dans la situation dite de la loupe, on aura l'occasion de voir aussi un peu plus tard à quoi ça correspond, eh bien on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a un objet réel et donc une image virtuelle. Donc là on a vu objet réel, image réelle, et là maintenant on vient de voir objet réel, image virtuelle. Alors il y a encore 2 possibilités à voir, c'est-à-dire que on va voir bien évidemment qu'on peut avoir un objet virtuel avec une image réelle, voire objet virtuel, image virtuelle. Alors, avant de passer à ça, il y a quand même un petit commentaire important ici, c'est que cette image, alors bien évidemment, je ne peux pas la concrétiser sur un écran, etc., ça c'est pas possible, mais, donc c'est ce qui est dit là ici, cette image ne peut pas être directement vue sur un écran, mais par contre, l'œil peut la voir à l'intérieur. C'est-à-dire que si je mets, vous voyez ici mon œil, mettons quelque part par là, autrement dit, vous voyez là, ici je mets mon œil, je regarde directement dans l'instrument. Alors c'est ce que vous faites avec une loupe, puisqu'en fait, dans une loupe, vous regardez dans la lentille. Et vous voyez bien le texte, par exemple, si vous prenez la loupe pour lire un texte, vous voyez bien les lettres du texte qui sont agrandies. Bon, les lettres agrandies, c'est l'image, bien évidemment, ou ce sont les images des lettres réelles, parce que les lettres réelles du texte, elles ont bien la taille petite qu'elles ont. Et donc en mettant la loupe, ce que vous voyez de plus grand, c'est pas les lettres elles-mêmes, c'est l'image agrandie des lettres, soyons précis au niveau du vocabulaire. Donc l'œil qui peut voir à l'intérieur, vous voyez comme c'est mis là ici, mais je dis c'est exactement cette situation-là que vous avez dans le cas de la loupe. Alors, on va prendre donc le cas maintenant d'un objet virtuel. Donc l'objet ponctuel A est virtuel si les rayons qui parviennent sur le système optique ne sont pas issus de A,
mais convergerait en A si le système optique n'existait pas. Vous êtes d'accord que là, un objet réel envoie sur le système un faisceau donc qui est divergent. Eh bien, un objet virtuel, vous allez voir, c'est si on avait un faisceau convergent qui arrivait sur le système et qui, s'il n'y avait pas le système, se couperait derrière. Si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit schéma là ici. Ça veut dire que là, vous voyez, je considère donc mon système optique et je considère 3 rayons lumineux, vous voyez, qui proviennent de 3 directions différentes et qui semblent converger. Alors effectivement, c'est fait pour ici, si je les prolonge, vous voyez comme ceci, d'accord? Eh bien, les 3 semblent se couper, mais bien évidemment virtuellement, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a mis ici des pointillés. Alors là, bien évidemment ici, on a A virtuel, c'est-à-dire un objet virtuel. Si on met A, c'est l'objet, si on met A', c'est l'image. Ici, c'était l'image qui était virtuelle, ici, c'est l'objet qui est virtuel. D'accord? Bien évidemment, là, j'ai envisagé une situation où l'objet virtuel est dans le système lui-même. L'objet virtuel pourrait très bien être ici. Il n'y a aucun souci là-dessus. Même chose, on aura l'occasion de voir des choses comme ça dans d'autres exemples, voire des exercices. Alors, si à la sortie, les rayons font quelque chose comme ça, ce qui est tout à fait possible, d'accord? Eh bien, dans ce cas, j'ai ici un faisceau convergent réellement à la sortie avec une zone de concentration de lumière là ici. Là, il n'y a pas de souci, j'ai bien A' réel. Autrement dit, là, je suis dans une situation où j'ai un objet virtuel et une image réelle. Et bien évidemment, le dernier cas, c'est celui-là. Donc, ici, finalement, c'est mes 3 rayons, comme dans le schéma précédent, en fait, là, ici. Donc, croisement virtuel, vous voyez, hop, quelque part par là, ici. Donc là, j'ai bien mon objet virtuel. Et puis, on pourrait très bien imaginer que maintenant, les 3 rayons qui sont ici, donc ils arrivent de manière convergente ici sur le système, et ils ressortent de manière divergente. Je pourrais très bien imaginer que le rayon bleu parte par là, que le rayon rouge s'en aille par là, et que le rayon vert s'en aille encore vers le haut, là, ici. Même chose, vous voyez, si je prolonge virtuellement, ça va se couper vraisemblablement quelque part par là. Ça pourrait même, dans certains cas, être au même point, mais là, ce serait des cas particuliers, ici, que je ne fais pas, parce que on reste dans un cas assez général. Ça pourrait être aussi à l'extérieur. Je pourrais très bien avoir l'objet virtuel par là et l'image virtuelle de ce côté-là. Il n'y a aucun problème. Toutes les configurations sont possibles. Je pourrais très bien avoir un objet virtuel ici à l'intérieur, par exemple, puis une image virtuelle complètement en dehors, là, ici. Ou le contraire. Il y a, voilà. Donc, je fais mes prolongations là, de rayons donc, virtuels, mes prolongements, là, ici. Et on voit que ça se coupe quelque part par là, là où j'ai mis le pointeur, et on voit que dans ces cas-là, eh bien, j'ai une image virtuelle. Donc là, c'est un cas où j'ai objet virtuel, image virtuelle. Voilà, alors ça c'est quelque chose d'important d'avoir compris, parce que vous allez voir qu'après, quand on va travailler sur les lentilles, en fait, on va réinvestir tout ça. D'accord? On va réinvestir tout ça, on va donc reprendre ces diverses notions là ici. Et par contre ensuite travailler avec des règles concrètes de construction, on verra un peu plus tard. Alors maintenant on va passer ici à l'étude du miroir plan, et on va voir le stigmatisme et l'aplanétisme rigoureux du miroir plan. Construction de A', donc image de A. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on avait déjà introduit. Là ici on va le faire de manière peut-être un petit peu plus structurée et plus rigoureuse, en respectant les lois de la réflexion, en 2 points, vous allez comprendre, I et I', et où on va construire les rayons réfléchis, donc IR et I'R', qui semblent provenir de A', donc le symétrique de A par rapport donc au miroir. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien voilà, je prends donc ici un miroir. Donc là j'ai fait un tracé de manière horizontale, j'ai mis ici mon miroir à
Je prends donc ici un premier rayon arrivant en un point I. Bon, tout le monde a compris, le point I, il est ici. Si je veux, bien évidemment, effectuer une construction rigoureuse dans un premier temps, ben je me dis, voilà, pour le cas d'un miroir, la seule chose que je connais, c'est la réflexion, la loi de la réflexion. Je me dis donc, je vais tracer ici la normale, hein, la perpendiculaire là ici, et puis ben, je vais mesurer l'angle I qui est là, par exemple en prenant un rapporteur. Et maintenant, ben, je me dis, pour avoir donc le rayon réfléchi R, qui va aller de I vers, enfin si vous voulez, de ce côté-là, eh bien, je vais reporter de l'autre côté le même angle de manière symétrique. Là, ici, c'est le fameux rayon qu'on avait appelé R dans la diapo précédente. Donc, ici, j'ai le même angle, bien sûr, I égale R. Bon, très bien. Et maintenant, je me dis, voilà, pour faire un tracé, là, ici, il me faut au moins 2 rayons. Alors, je pourrais en faire 3. Bon, j'en ai pas fait 3, là, ici, pour pas alourdir le schéma. 2 suffisent, si vous voulez. Mais voilà, je vais quand même en prendre un deuxième ici. Donc là, j'en ai, donc, si vous voulez, j'ai considéré ce rayon-là, donc qui arrive en un point I' là ici. Si je veux faire la construction à partir de la loi de la réflexion de Snell-Descartes, je vais donc devoir tracer ma nouvelle normale, parce que bien c'est en 2 points différents, donc il faut prendre bien sûr la normale au point considéré là ici, et je vois que là maintenant, eh bien, j'ai un angle ici I' qui apparaît là, un peu plus grand d'ailleurs que celui-là. Et par application de la loi de la réflexion, je vois que j'ai mon rayon ici R' qui arrive donc là ici selon un angle R' tel que bien sûr I' égale R'. Bon, alors tout ça c'est bien, je pourrais faire un troisième rayon, un quatrième, etc. Mais le problème c'est que ça ne me dit toujours rien ici. Alors on voit bien quand même ici que A c'est bien un objet qui est réel, puisqu'il envoie, d'accord, ici, sur le système optique qui est le miroir ici, un faisceau donc divergent, donc là ici j'ai bien un objet réel, mais là on voit que de ce côté-là, ici, les rayons divergent. Donc autrement dit, ici, ces rayons ne vont pas converger, mais ils vont sembler provenir d'un point qui va se trouver quelque part par là. Et donc pour le trouver, il me suffit tout simplement ici de prolonger donc ces rayons virtuellement, c'est pour ça qu'on met des pointillés comme ceci, et on voit bien que ces rayons là ici semblent provenir d'un point qui est là, c'est-à-dire de ce point, donc là ici, A'. Et donc A', c'est l'image virtuelle de l'objet réel A. Objet réel, image virtuelle, qui se trouve de l'autre côté, si je puis dire, du miroir. Voilà pourquoi, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, quand on se regarde dans une glace, on a l'impression de se voir derrière. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, alors ça c'est bien, si vous voulez, ça a quand même le mérite de l'avoir fait de manière précise une première fois. Maintenant, à chaque fois qu'on est confronté à un miroir, on ne peut pas toujours faire ça à chaque fois, parce que c'est un petit peu lourd, il y a beaucoup de rayons, ça risque d'alourdir les schémas, etc. Donc en fait, maintenant, ce qu'il faut vraiment avoir compris, c'est que, in fine, à l'arrivée, qu'est-ce que l'on constate à chaque fois? Vous l'aviez vu précédemment, dans ce qu'on avait fait dans les diapos précédentes, et on le voit encore là ici, eh bien c'est que les points conjugués, si vous voulez ici A et A', sont symétriques par rapport à la trace du miroir. Je dis la trace, sous-entendu, c'est pas le miroir lui-même si je regarde dedans, c'est la tranche, si vous préférez, du miroir. Si je vais couper le miroir, que je regarde par la tranche, eh bien voilà, j'aurai A et A' qui seraient là ici symétriques par rapport à cette trace, cette tranche ici du miroir. Donc, je vois très bien là ici, eh bien, que j'ai donc un point H là ici, et donc j'aurai une relation de conjugaison toute simple là ici qui serait de dire que HA égale moins HA', notamment si je raisonne en mesure algébrique, un peu comme on le fait pour les lentilles. Ce serait, on pourrait dire, la relation de conjugaison ici du miroir. Bon, on ne va pas parler de ça là maintenant, c'était juste de la construction. Alors voilà, tout ceci est un petit peu résumé là ici. Donc on vous dit que tous les rayons issus
de l'objet A semble provenir de A', image donc virtuelle de A à travers donc B, et on a un stigmatisme rigoureux pour tout couple A'. Et tout ceci, bien évidemment, est symétrique par rapport au miroir plan. C'est-à-dire que A et A' sont symétriques par rapport au miroir plan. Le cas des objets donc étendus. Et bien dans ces cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer la relation de conjugaison précédente sur chacun des points. Donc la relation de conjugaison ici, alors je ne dis pas forcément que c'est une relation mathématique, par exemple comme pour les lentilles, c'est de simplement ici, géométriquement, avoir compris que A et A' eh bien, sont symétriques par rapport ici au miroir plan, par rapport à la tranche, là ici. D'accord ? Donc, c'est ça que je vais appliquer, c'est-à-dire que je prends un miroir, alors là, vous voyez, j'ai pris un miroir vertical, et puis j'envisage, vous voyez, un objet A, B, C, D, E, qui aurait une forme un peu particulière là ici, et j'applique cette formule de conjugaison, donc je trace concrètement les symétries, d'accord ? Donc ça veut dire que là, pour tous les points, je vais rechercher le symétrique de l'autre côté par une construction mathématique, comme on le fait à la limite depuis le collège ou peut-être même la petite école, je ne sais pas. Enfin bon, c'est vraiment une construction de symétrie de base, quoi. Donc ici, voilà, j'abaisse la perpendiculaire, je reporte la même distance de l'autre côté, je vais donc avoir A' là ici, et puis bien sûr, je fais la même chose pour le point B qui me donne B', le point C qui va me donner C', alors on ne se plante pas, hein, bien évidemment, le point D qui me donne D' là ici, et enfin le point E qui va me donner donc le point E' là ici. Et donc finalement, l'objet que je construis là ici, A', B', C', D', E', et que j'ai mis en pointillé puisqu'il est virtuel, bien évidemment, eh bien c'est l'image, d'accord, de A, B, C, D, E à travers donc le miroir. Alors, bien évidemment, vous imaginez, si on refait toutes ces constructions-là, là, ici, pour chacun des points, on aurait tellement de rayons, là, ici, qu'on ne verrait plus rien. Donc, du coup, on a constaté cette relation de conjugaison, ici, de symétrie, on l'applique directement comme ça. Et donc, dorénavant, dès que vous avez un miroir, c'est ça que vous faites. Hein. Hop, vous prenez la symétrie, et puis, c'est terminé. Grand 5, maintenant, les conditions de Gauss. Alors, les conditions de Gauss, c'est les conditions pour lesquelles on a un stigmatisme approché, donc c'est-à-dire convenable, si en toute rigueur, on n'a pas la condition donc, de stigmatisme rigoureux. Alors dans ces conditions donc, de Gauss, là ici, voilà ce que l'on peut dire, c'est une définition. On vous dit qu'on est dans les conditions de Gauss si les rayons incidents issus du point objet A sont peu inclinés par rapport à l'axe optique et peu écartés de cet axe. On parle d'ailleurs de rayons paraxiaux. Alors, un système optique usuel, excepté le miroir plan, en règle générale, en fait, est rarement rigoureusement stigmatique. En fait, les objets qui sont rigoureusement stigmatiques, il y en a, hein, vous voyez le miroir plan, mais il y en a en fait très peu, quoi. La plupart du temps, on est dans un stigmatisme rigoureux, et donc, bien sûr, ne pas présenter un aplanétisme rigoureux. Alors, dans ces conditions, c'est-à-dire les conditions de Gauss, hein, le système est approximativement stigmatique et aplanétique. Donc, à chaque point correspond donc son image. Il suffit de 2 rayons pour placer l'image d'un objet. On détermine B', puis A' par projection sur delta, parce que l'on a donc l'aplanétisme. Donc, en gros, ça résume un petit peu des méthodes de construction qu'on avait déjà vu précédemment. Alors, éléments caractéristiques des systèmes optiques centrés dans les conditions de Gauss. Alors, il y en a un certain nombre. Ici, on va parler donc du foyer principal image et du plan focal image. Alors, définition, c'est quoi un foyer principal image ? Eh bien, le foyer principal image, qui peut être réel ou virtuel, c'est le point F' de l'axe optique où se forme l'image d'un point objet A situé à l'infini sur l'axe optique, émettant des rayons incidents parallèles à cet axe. Donc ça peut être bien évidemment quelque chose de réel, ça peut être aussi quelque chose de virtuel.
Alors là, ici, j'ai pris mon système centré général comme tout à l'heure. Je mets ici un axe optique et j'imagine, vous voyez ici, un point A, ici, qui serait sur l'axe optique, mais qui est rejeté à l'infini. Eh bien, cet objet qui est à l'infini, envoie des rayons qui sont tous parallèles entre eux, et comme il est sur l'axe optique, ce faisceau de rayons parallèles est en plus parallèle à l'axe optique. Donc là, on a cette situation que l'on connaît, là ici. Donc là, j'ai pris un premier rayon comme ça, j'en ai pris un deuxième, vous voyez le rouge, sur l'axe optique lui-même, et puis un troisième qui arriverait en haut, là ici. Alors même chose, il se passe des choses à l'intérieur, là ici. Si maintenant les rayons, eh bien, font quelque chose comme ça, eh bien, ils se croisent, donc là ici, en un point, et ce point de convergence là ici, donc là c'est un point réel, ici, de ce faisceau parallèle qui provient de l'infini, eh bien c'est ce que j'appelle ici le foyer F'. D'accord? Donc A', là ici, c'est le foyer F'. Donc le foyer F', c'est bien l'image d'un objet qui serait situé à l'infini et sur l'axe optique. Alors ça, c'est le foyer principal, parce qu'il est sur l'axe. Après, on a des foyers dits secondaires. Donc un foyer secondaire, que j'appelle ici phi' image, est l'image d'un point objet à l'infini, mais qui n'appartient pas à l'axe optique. L'ensemble des foyers secondaires images forme ce que l'on appelle le plan focal grand phi' perpendiculaire, donc à l'axe optique en F'. Alors c'est le plan focal image, bien sûr. À nouveau mon système centré, ici mon axe delta, mon axe optique, et là maintenant vous voyez j'ai un point A à l'infini, mais qui n'est pas sur l'axe optique. Vous voyez, il est ici dans une direction oblique, inclinée. Dans ces cas-là, il envoie un faisceau de lumière parallèle, mais qui n'est plus parallèle à l'axe optique. Donc, par exemple, quelque chose comme ça. D'accord? Bon. Eh bien, dans ce cas, alors je repère là ici F' exactement comme tout à l'heure là ici. D'ailleurs, vous avez vu que ici, j'ai pas pris exactement la même distance là, parce que bon, les systèmes sont peut-être pas forcément les mêmes d'une figure à l'autre là ici. Et surtout maintenant, ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais tracer ici le plan, parce qu'en fait dans l'espace c'est un plan, moi je vois une droite ici, mais dans l'espace c'est un plan, que j'appelle grand phi', qui passe par F' et qui est perpendiculaire à l'axe optique. Et bien c'est ça qu'on appelle le plan focal image. Et bien ce qui vient d'être dit là ici, c'est que dans ce cas, en tout cas si on est dans les conditions de Gauss, et bien ce faisceau là ici va converger en un point qui se trouve dans ce plan. Alors ce sera plus F' cette fois-ci, F' c'est le cas particulier où l'objet à l'infini est sur l'axe optique. Là, il n'est plus sur l'axe optique, mais il va converger en un point. Et on va voir, donc ce serait par exemple un point qui serait quelque part par là. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous voyez, hop, là ici et là ici. Alors ce point qui est là, eh bien on l'appelle donc foyer secondaire. Donc A' ici, c'est l'image de l'objet donc incliné, qui n'est pas sur l'axe optique, qui est à l'infini, et qui donc ici se positionne nécessairement dans le plan phi' majuscule. Donc ici, ce foyer, on l'appelle en fait petit phi', foyer secondaire. Donc F' pour foyer principal, phi' pour foyer secondaire. Donc il y en a autant, bien évidemment, que vous avez d'inclinaisons possibles, a priori, potentiellement. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut qu'on ne peut pas prendre toutes les inclinaisons, parce qu'on doit quand même respecter les conditions de Gauss. Mais bon, je ne rentre pas dans toutes ces considérations ici. Alors, s'il y a un foyer principal, et des foyers secondaires d'ailleurs, et des plans focaux, etc., comment dirais-je, images, il y en a aussi des objets, si je puis dire. C'est-à-dire, là, je vais parler du foyer principal objet, du plan focal objet, d'accord, et de foyer secondaire objet. Bon. Alors, le foyer principal objet, réel ou virtuel, est le point F de l'axe optique, dont l'image A' est rejetée à l'infini, sur l'axe, c'est-à-dire le long de l'axe. Le faisceau émergent du système optique est donc parallèle à l'axe optique. Donc voilà ce qui se passe là ici. Je prends mon système optique centré, j'ai l'axe delta, j'ai un point F ici où j'ai mis une source. Et bien ce point F, donc là ici il est réel, je l'appelle le foyer, et bien c'est un objet à partir duquel les rayons
Donc là, je prends à nouveau, vous voyez, 3 rayons. Donc le rouge, dans ce cas-là, il est sur l'axe optique lui-même, le vert, il est là. Et ces 3 rayons, nécessairement, si je suis au foyer, ils vont tous ressortir parallèles entre eux, et en plus parallèles à l'axe optique. J'ai donc A', c'est-à-dire l'image, cette fois-ci, qui est rejetée donc, à l'infini. Alors vous voyez que la figure qui est là, en quelque sorte, c'est la figure contraire, entre guillemets, de la situation précédente. Et en fait, c'était prévisible, si vous pensez au principe du retour inverse de la lumière. Donc effectivement, principe du retour inverse de la lumière, là où il y avait A' tout à l'heure, vous mettez l'objet, vous faites parcourir les rayons lumineux dans l'autre sens. Si c'est au départ parallèle, puis convergent d'un point, du coup, vous retournez, ça va diverger à partir du point au début, et ça ressortira parallèle. C'est tout à fait prévu par le principe du retour inverse de la lumière. Alors le foyer secondaire objet, c'est un point dont l'image est à l'infini, mais pas sur l'axe optique. Donc l'ensemble des foyers objets engendre ce qu'on appelle le plan perpendiculaire à delta en f, qu'on appelle le plan focal objet phi. Donc vous allez voir là aussi avec le principe du retour inverse de la lumière, on retrouve en fait le résultat comme tout à l'heure, mais renversé en quelque sorte. Donc là je prends mon foyer f, et là ici je vais prendre ici le plan qui passe par f. C'est ça mon plan focal objet. Et maintenant je dis, si j'envisage un point ici A, que je vais en fait dénommer maintenant phi sur le plan focal, et que j'envisage maintenant des rayons issus de ce point, voilà, comme ceci, et bien ils vont nécessairement ressortir parallèles entre eux, mais plus parallèles à l'axe optique, c'est-à-dire selon une direction inclinée, comme ceci. Vous voyez, c'est le même schéma que celui de tout à l'heure, mais retourné, renversé, du fait donc du principe du retour inverse de la lumière. Vous voyez qu'ici, A' est rejeté à l'infini. La notion de système afocal. Un système optique est dit afocal si, donc je passe ici à la définition, un système optique est dit afocal si ces deux foyers sont rejetés à l'infini. Deux rayons arrivant parallèles sur le système optique en ressortent parallèles. Alors, exemple, le miroir plan, le dioptre plan, la lunette de Galilée. Voilà. Donc, autrement dit, un système optique afocal, système optique centré afocal, ce serait en fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez f', donc ici, qui est à l'infini, donc qui envoie des rayons, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et puis, ils ressortent à nouveau parallèles, comme ceci. C'est-à-dire que les foyers sont à l'infini. Voilà. Aussi bien f que f'. Si je prends les foyers secondaires, dans ces cas-là, j'aurai des faisceaux parallèles, vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai un objet A qui est à l'infini. J'aurais pu mettre ici un foyer secondaire, phi', enfin phi et phi' de l'autre côté. Voilà. Et puis, par exemple, ça va me donner quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà. Donc là, on a bien des foyers rejetés à l'infini. Donc là, j'ai noté A et A', j'aurais pu mettre phi et phi'. Grandissement transversal gamma et grossissement G. Alors, on appelle grandissement transversal le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc, par définition, gamma, c'est A'B' sur AB. Gamma est positif si l'image est droite. Donc, typiquement, c'est cette situation-là. Je ne refais pas tout le détail du tracé. Donc, ça, c'était une des situations qu'on avait déjà rencontrées avant. Donc là ici, voilà, l'image est droite, donc gamma est positif. On voit ici que les deux tailles sont orientées dans le même sens. Voilà. Et si gamma est négatif, ça veut dire que l'image est renversée. Et là, typiquement, on est dans le cas qui est ici.
D'accord? Donc ça, c'est un exemple qui est assez caractéristique d'ailleurs des lentilles. On aura l'occasion de le voir. Donc vous voyez ici, l'image, elle est vers le bas, alors qu'ici, l'objet était vers le haut. Voilà. Dernier point ici à voir, c'est qu'en valeur absolue, gamma est supérieur à 1 si l'image est agrandie. D'accord? Donc valeur absolue de gamma supérieur à 1. Ce qui est le cas là ici. L'image est agrandie. Donc gamma en valeur absolue, ça supérieur à 1. Et vice versa, c'est-à-dire que si en valeur absolue gamma est inférieur à 1, eh bien je me retrouve, donc c'est le cas de la situation là ici, je me retrouve avec une image qui est plus petite que l'objet. Dans le cas d'un système afocal, on préfère travailler sur les angles alpha et alpha prime, donc appelés respectivement diamètre angulaire, objet et image. Dans le cas d'un système afocal, on appelle grossissement ou grandissement angulaire, mais on préfère parler de grossissement ici, le rapport du diamètre angulaire de l'image sur celui de l'objet, c'est-à-dire G égale alpha prime sur alpha. Donc là, on est dans une situation comme celle-là, hein, donc système afocal, où, vous voyez, comme les rayons ici proviennent de l'infini et là travailler avec des tailles, ça devient problématique là ici. Donc on préfère travailler plutôt avec les angles là ici. Donc là, le fameux diamètre angulaire objet, si vous voulez, c'est alpha, et le diamètre angulaire image, ici, c'est alpha prime. Donc dans ces cas-là, le grossissement, ce serait alpha prime sur alpha. Alors c'est toujours pareil, si le grossissement en valeur absolue est inférieur à 1, on aurait quelque chose de plus petit, etc. Bon. Et si supérieur à 1, on fait quelque chose de plus grand. Donc là, par exemple, ici, on a G qui est négatif et valeur absolue de G qui est supérieure à 1, a priori, là, ici, je sais pas, peut-être pas trop sur le schéma, là, ici, c'est peut-être le contraire, mais bon, bref, peu importe, c'est plutôt le cas qui est là, ici, quoi. Voilà, et là ici j'ai ça. Alors en fait, il y a juste une petite erreur, enfin je corrige. En fait ici G est négatif. Alors pourquoi? Parce qu'on voit bien que alpha et alpha prime tournent dans des sens opposés. Donc si on algébrise les angles, ici G serait négatif. Par contre effectivement là ici G est inférieur à 1. Là ici, là il y a une petite erreur. G est inférieur à 1 parce qu'on voit ici que alpha est quand même plus petit que alpha prime pardon, est plus petit que alpha. Là par contre ici c'est bon, on a bien donc G qui est positif et en valeur absolue supérieure à 1. Voilà, donc j'ai fait une petite erreur là ici, il faudra que je la corrige ici. Voilà, donc je conclus là ici cette deuxième vidéo. Et dans la vidéo suivante, on va commencer à travailler sur les lentilles minces.